Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de DxO Photolab 2. J'ai déjà fait une vidéo de présentation assez générale, juste sur une réaction à chaud après quelques heures. Mais c'était pas vraiment un tuto, c'était pas vraiment orienté pratique, c'était juste mon avis sur DxO après y avoir passé un petit peu de temps. Là, on va rentrer un peu plus dans la pratique justement. Je vais juste développer une photo. Ça va être assez spontané, j'ai pas du tout préparé, c'est-à-dire que là j'improvise totalement. Donc je vais probablement me planter à un endroit ou deux parce que j'ai fait quelques trucs dans DxO, je le connais pas par cœur, comme je pourrais connaître par cœur Photoshop ou Lightroom que j'utilise depuis plus de 20 ans pour Photoshop et Lightroom depuis qu'il existe. Mais évidemment, quand même, avant de faire de vidéos, je fais quand même pas mal le tour des trucs et des choses par la pratique pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Mais je veux dire, ça va peut-être pas tomber sous le clic et j'ai pas du tout scripté cette vidéo parce que j'ai envie que quelque part ça vous donne aussi la réaction de quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, je suis pas DxO pur depuis 10 ans, je suis plutôt Lightroom, transfuge maintenant dans d'autres logiciels puisque je continue à utiliser un peu Lightroom, mais comme vous le savez, j'explore toutes les autres pistes pour éventuellement ne pas travailler qu'avec Lightroom, au cas où ben voilà, l'absence de nouveauté continue à se faire sentir, comme je le pense depuis l'arrivée de Lightroom classique. J'estime que les autres font beaucoup d'efforts et que maintenant, Lightroom est un peu à la traîne pour le développement. Encore une fois, pour le catalogages, ça reste toujours excellent. Et DxO, par exemple, ben, l'accent est plutôt mis sur le développement que sur le catalogue. Donc, ce qui fait que les deux continuent à aller bien ensemble. Maintenant, je reçois beaucoup de messages, évidemment, de gens qui veulent remplacer Lightroom par DxO Photolab. Et donc, si c'est que pour le développement, comme je l'ai dit dans ma vidéo de découverte, je pense que c'est carrément faisable, puisque les outils de développement de DxO Photolab sont vraiment excellents. Mais par contre, du côté du catalogage, ça pêche un petit peu. Mais encore une fois, c'est pas vraiment fait pour ça, donc on peut pas vraiment le lui reprocher. Donc, j'ai pris cette photo que vous avez à l'écran en ce moment. C'est une photo test que j'avais fait depuis chez moi. Lumière naturelle, aucune lumière artificielle. Pour être tout à fait honnête, un tout petit peu à l'arrache, c'était vraiment improvisé. On s'est dit, tiens, on va faire des photos, voilà. Temps couvert, donc ça fait une sorte de belle boîte à lumière, mais c'est un contre-jour. L'image est évidemment sous-exposée comme vous le voyez, donc il y a quand même un peu de correction à faire. Et ça me permet en fait de vous montrer au passage le débruitage, et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de vous dire, ben voilà, dans des conditions qui sont pas géniales, on va devoir déboucher les ombres, qui est quand même quelque chose qu'on fait très souvent, puisqu'on a rarement, on n'a pas toujours en tout cas la lumière que l'on voudrait avoir. Là, cela aurait été pas mal de mettre un petit réflecteur pour renvoyer de la lumière, mais c'était vraiment très blafard comme un jour couvert, nuageux, donc c'est bien, ça fait des ombres très douces et des lumières très douces, mais ça fait pas beaucoup de lumière, donc voilà, il en manque un peu, et ça aurait peut-être été bienvenu de diffuser, d'envoyer un peu de lumière directement à la prise de vue. Mais bon, c'est le principe de la retouche, c'est qu'on peut corriger ce que l'on n'a pas pu faire à la prise de vue. Donc on va passer en personnalisé, qui est le module développement de DxO. L'interface, j'en ai déjà parlé, mais on retrouve ces petits très rapidement par rapport à Lightroom. Donc un navigateur en haut à gauche, un histogramme en haut à droite. À gauche, des pré-réglages accessibles en un clic, classés par catégorie. Et à droite, ben, tous les modules de développement que l'on peut utiliser. Un mot sur les pré-réglages, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'ai jamais vraiment utilisé non plus dans Lightroom. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les trucs sur mesure. Euh, alors, enfin, je veux dire, si c'est pour un client ou si c'est pour un truc très précis où j'ai besoin d'avoir une unité, appliquer un pré-réglage pour avoir le même look sur toutes les photos, pourquoi pas, mais je trouve ça assez casse-gueule. C'est bien par exemple pour ceux qui font beaucoup d'Instagram, qui ont un Instagram commercial par exemple, et qui veulent vraiment assurer une unité sur tout leur flux, ou sur les réseaux sociaux en général, mais pour faire de la photo, pour juste faire des images à l'envie, je préfère aller faire les choses à la main, même si je reviens des fois sur certaines recettes de cuisine qui me plaisent bien. Bref, voilà. Les auto-réglages, comme c'est appelé dans DxO en version française, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment exploré dans DxO, mais ça a l'air assez complet puisqu'on peut les créer, les classer, les exporter, les dupliquer. Bon voilà. Donc pour ceux qui sont fans de pré-réglages, qui travaillent beaucoup avec les presets, en tout cas dans DxO, vous trouverez votre bonheur. C'est plutôt bien foutu. Donc ici sur cette image, euh, on a essentiellement de la lumière à envoyer, des ombres à déboucher et probablement du débruitage. Alors on peut regarder les métadonnées qui sont affichées à gauche, c'est du ISO 100, donc a priori ça devrait pas bruiter des tonnes puisque sur le 6D à ISO 100 c'est quand même pas mal pour un appareil de cet âge. En tout cas, ouvert à f4, donc c'est pris avec le 24-105L, donc vraiment l'objectif vendu en kit il me semble. Il y a une option, on peut l'avoir en kit avec le 6D.
Donc un des best-sellers de Canon, le 24-105L, très polyvalent, pas très lumineux, pas beaucoup de piqué, mais c'est quand même pas mal, voilà. S'il y a un appareil, un objectif qu'il faut acheter pour shooter dans toutes les conditions possibles et sans y mettre des 100 et des 1000, voilà, c'est vraiment la polyvalence par excellence, le 24-105. Donc AF4, donc ouvert au maximum, hein, parce qu'il ouvre pas beaucoup malheureusement, et au 250e. Donc j'aurais peut-être pu, alors faut vous le dire, j'étais en contre-plongée, un petit peu à l'arrache contre ma cuisine qui pointait vers le balcon, pour vous situer un peu le truc. Donc un petit peu tordu, un petit peu à l'arrache. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu descendre en dessous de 250e parce que clairement je bougeais beaucoup en fait. J'avais du mal à tenir l'appareil qui est assez lourd et ça reste comment dire, ma hantise là depuis un an, 2 ans à me poser la question est-ce que je passe chez Sony sur la 7 parce que j'ai un peu quelques petits soucis de dos et avoir un 6D plus un 24-105 dans des positions pas possibles, genre au bout d'une heure de shoot, je suis mort quoi. Donc, ok, vous allez me dire, je devrais faire de la muscu, vous auriez raison, mais voilà. C'est pour ça que j'ai shooté à 250e parce que en pouvant pas tenir vraiment l'appareil et parce que je cherchais aussi mon cadre, donc pas possibilité d'utiliser un trépied. Quand vous avez un trépied, c'est quand même chiant de trouver son cadre. Vous utilisez un trépied une fois que vous avez trouvé le cadre et dans la situation où le trépied est possible. Là, c'était vraiment improvisé et tout, donc bref, pas de trépied, difficulté à garder la pose, en tout cas moi, avec l'appareil, donc 250e pour être sûr de ne pas bouger, de ne pas faire de flou du bouger, parce qu'en dessous de 1 centième, 160, ça commence à être difficile de... Alors, il est stabilisé, hein, le 24-105, mais quand même, quand on bouge et qu'on a du mal à se tenir, forcément, ça peut faire du flou du bouger. À 105, donc vraiment focale portrait-portrait, quoi. Euh, on va dire c'est 85 la focale du portrait par excellence, mais voilà, je voulais être à 105 pour avoir vraiment un fond derrière, évidemment parfaitement flou. Enfin, même si F4, ça fait pas non plus un flou aussi joli que j'aurais espéré. Donc voilà pour la lecture des métadonnées et qu'est-ce qui nous attend. Donc en gros, tous les modules ici se déplient. Donc la balance des blancs, c'est l'original. Pour l'instant, je la trouve pas si mal dans ces conditions-là. Vous avez ici, donc, on va voir DxO, le Smart Lighting. Donc en fait, quand vous poussez ça, il va vous faire une mesure, enfin une correction de l'exposition, mais en fonction de la photo. C'est-à-dire là, en l'occurrence, vous remarquez que il va vraiment déboucher les ombres, mais il va pas trop éclater le ciel. Donc c'est une sorte d'exposition intelligente. C'est littéralement d'ailleurs ce que ça veut dire en anglais, Smart Lighting. Et vous pouvez en définir l'intensité. Donc par exemple, pour faire une première retouche, c'est presque pas drôle, puisque déjà, par rapport à ce qu'il y a à faire sur cette photo, ça pourrait carrément suffire. Alors si vous voulez pas passer par là, alors là vous avez le truc original, d'accord, vous avez la lumière du brut, donc qui est vraiment pas ouf. On peut évidemment passer par différentes étapes, on va dire, plus ou moins habituelles. Donc il y a compensation de l'exposition, qui elle va être globale, donc vous voyez que tout de suite on a tendance à atteindre l'intégralité de l'histogramme. Donc sur cette photo, je vais revenir à zéro, c'est peut-être pas le mieux qu'il y a à faire. Vous avez évidemment un accès à la courbe, une tonalité sélective, qui là en l'occurrence correspond un peu plus à ce que l'on a dans Lightroom avec le saucissonnage de l'histogramme, donc de l'exposition en 4, haute lumière, ton moyen, ombre et noir. Donc on a vraiment l'intégralité de l'histogramme que l'on peut manipuler par portion. Donc nous, ce qui nous intéresse, vous voyez que j'ai le réflexe de double-cliquer pour revenir à zéro sur le réglage comme dans Lightroom, mais bon. Donc ici, ton moyen et ombre, si on pousse les ombres, voilà, vous voyez que c'est plutôt là que ça va se passer. Et en l'occurrence, c'est plus ou moins ce que faisait justement le Smart Lighting, c'est-à-dire qu'il avait détecté que c'était dans cette portion-là qu'il fallait faire un effort. Donc là, en l'occurrence, si on débouche les ombres, voilà à peu près ce que ça va donner. Vous avez le mode comparaison ici en un clic. Donc on va zoomer un petit peu, donc roulette pour zoomer, et c'est là qu'on va se rendre compte éventuellement du job du débruitage. Donc j'ai juste fait vraiment une correction hyper simple, j'aurais pu passer peut-être un peu plus de temps, mais on a le module réduction du bruit en haut ici qui est présent dans outils essentiels, mais quand vous descendez, vous allez trouver donc détails, d'autres outils en fait qui permettent de travailler les détails, donc il y a réduction du bruit RAW, mais il y a aussi netteté de l'optique, aberration chromatique, etc. Donc le premier panneau en haut est une sorte de condensé de tous les trucs vraiment importants, mais que vous pouvez retrouver plus loin classés par famille. Donc lumière, couleur, et détail. Ça correspond exactement au flux de Lightroom qui fait sensiblement la même chose et géométrie à la fin après détail. Donc là, si on met, que l'on active réduction du bruit RAW, vous voyez que à la base, il y avait quand même pas mal de bruitage RVB, mais aussi de bruitage sur la luminance, surtout que on a ici pas mal débouché.
et ça fait quand même un bon job. Vous voyez que je l'active, les détails sont assez bien préservés. Si vous avez la version Elite, il me semble, je ne vais pas dire de conneries, je suis vraiment pas à l'aise encore avec comment les gammes DxO sont faites, mais il me semble que la version Prime, enfin que le débruitage Prime, c'est dans Elite, donc dans le DxO un peu plus cher. Je crois qu'il y a une différence de 30 ou 40 ou 50 euros, entre 100 et 100. Je crois qu'il y a une version à 100, une version à 150 ou une version à 90, 140. Je suis désolé, messieurs de DxO, je connais pas très bien l'offre. Mais je sais que par contre, il y a un truc spécial en prime. Ici, vous pouvez donc définir la zone que vous voulez voir dans votre aperçu. C'est pareil dans Lightroom hein, d'ailleurs. Et vous voyez ici qu'on va pouvoir accéder aux réglages avancés, comme dans Lightroom, et donc séparer en fait le débruitage que vous allez faire sur la luminance, donc c'est-à-dire l'effet de mouchetage, ou sur la chrominance, l'effet de spot RVB. Donc en général sur la chrominance, ça mange pas de pain d'aller à 100 parce que ça n'altère pas vraiment le piqué. Par contre sur la luminance, évidemment, entre 0 qui est absence 2, et je vais vraiment zoomer très fort pour que ce soit, parce que j'ai peur qu'avec le tuto et l'encodage H264, ce soit pas hyper clair, donc on va aller plutôt vers là, c'est-à-dire une zone où il y a du moyen et du temps sombre. Voilà, donc là, il y a rien sur la luminance et vous remarquez que c'est moucheté un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment pousser le débouchage au niveau des ombres. Voilà, et là, là, ça commence à bruiter un petit peu quand même. Et on va redescendre, hop, ici. Donc vous voyez, en luminance, on est à 0 et on va pousser. On le laisse travailler, on va aller jusqu'à, par exemple, 70. Et personnellement, je trouve qu'il arrive à bien enlever cet effet de, voilà, l'effet de bruit sur la luminance sans autant éclater les détails que Lightroom. Donc il ne faut pas comparer l'échelle, on ne va pas comparer le 50 de DxO avec le 50 de Lightroom ou plus. Mais je sais que dans Lightroom, par exemple, moi personnellement, dès que ça va au-delà de 50, et c'est ce que je dis dans mes tutos, j'aime bien cette expression, pour moi ça fait peinture impressionniste. C'est-à-dire on a tellement lissé et on a tellement éclaté le piqué et les détails que ça fait une peinture plus qu'une photo. En tout cas, quand on regarde, quand on zoome, ou même à 100%, ça commence à se voir. N'oubliez pas, et je le dis aussi dans mes tutos, qu'il faut débruiter et accentuer la netteté et faire tout ce qui est question de détail, il faut le faire à la taille où la photo va être publiée. Si vous le faites, là je le fais sur la taille globale, mais si cette image qui fait 5472 par 3648, je la sors en 1200 pixels de large, donc si je la sabre, que je la divise par 5, bon, pour être honnête, on pourrait même quasiment s'abstenir de faire une réduction du bruit, que avec l'interpolation, une fois qu'on aura diminué la taille de l'image, on verra plus le bruit, surtout si c'est pour publier ça sur le net. Maintenant, vous publiez cette image à son format natif, vous faites un tirage. Moi, par exemple, chez moi, j'ai des 60-40 de mes photos. J'ai fait quelques tirages. Dans ce format-là, on voit vraiment les pixels à taille 1 pour 1. Et évidemment, un 60-40, c'est une image qui est, bon, voilà, c'est pas énorme, mais relativement grande, hein, c'est pas non plus une carte postale. Donc vous pouvez quand même vous approcher, suivant que si elle est exposée quelque part, si c'est dans une galerie, si c'est sur votre mur, si voilà. Là par contre on peut commencer à voir des zones de bruit, quoi, surtout suivant le papier et suivant les procédés d'impression, donc il faut quand même se méfier. Donc en gros, passer 3 heures à débruiter une image qui va se retrouver au format vignette sur internet, je vous le dis, ça n'a aucun intérêt. Donc gardez toujours en mémoire, quand vous débruitez, à quel point vous avez vraiment besoin de débruiter. Néanmoins, la bonne nouvelle du jour, c'est que je trouve DxO en mode Prime vraiment, vraiment excellent par rapport à Lightroom. C'est-à-dire que là, j'ai pu me, euh, me séparer d'une bonne partie du bruit parce que j'ai quand même fait un gros débouchage d'ombre. Là, hein. J'étais vraiment très très sombre et on a vraiment amené de la lumière. Donc on a forcément révélé du bruit puisque vous savez que c'est dans les hautes lumières que le capteur a le plus d'informations et donc dans les basses qu'il en a le moins. Donc il faut amplifier le signal dans les basses lumières. Et donc c'est forcément là où on a le moins de détails. Et donc je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé. Euh, Vous avez d'autres glissières, je vais être super honnête, j'imagine que ça correspond au contraste et à l'amélioration des détails post-réduction du bruit, comme dans Lightroom, mais eux ils appellent ça basse fréquence, donc ça va être plutôt à mon avis la répartition de la lumière comme dans une séparation de fréquence, mais je suis pas sûr, et Pixelmore et Labyrinthe, je sais vraiment pas du tout à quoi ça correspond par rapport à Lightroom, mais bon, de toute façon j'imagine que vous allez bidouiller avec, mais moi quand je regarde sur cette photo par exemple, j'ai pas beaucoup de différence, donc je vais regarder un peu dans la doc s'il y a une explication entre guillemets scientifique de qu'est-ce que ça fait vraiment. Mais déjà, sans rentrer dans les détails et sans rentrer dans l'art, le premier truc que je veux que vous reteniez, c'est que la réduction de bruit est vraiment très bonne. Donc pour tous ceux qui font des tirages ou qui publient leurs photos dans un format assez large sur Internet et qui ont besoin par exemple aussi ceux qui vont travailler avec des photos de nuit et qui voilà, forcément révèlent beaucoup qui font beaucoup de débouchage d'ombre, puisque quand on fait de la photo de nuit, on n'a pas toujours la lumière que l'on voudrait. On n'a pas, et si vous n'avez pas la chance d'avoir un capteur performant en basse lumière, comme par exemple le A7S II,
Moi, un 6D photo de nuit, c'est très compliqué, hein. Ça veut dire au-delà de 3200 ISO, ça va vraiment bruiter, quoi. Donc voilà, très bonne réduction de bruit, je suis assez content. Quand on dézoome et que on active ensuite netteté de l'optique, aberration chromatique, etc., ça fait vraiment une bonne partie du taf aussi. Euh, en l'occurrence, ici, hop, netteté de l'optique, vous allez pouvoir gérer, travailler le détail, le bokeh. Donc, c'est des trucs qui sont quand même assez bienvenus et qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans Lightroom, en fait. Donc, il faut regarder ce que ça fait sur les zones où c'est concerné. Par exemple, ici, entre une zone où il y a du net et du flou, je ne vois pas toujours exactement sur toutes les photos la différence entre des réglages assez fins, mais dès que l'on pousse un peu, on remarque assez bien la différence. Donc c'est bien d'avoir des choses qui sortent du lot par rapport à Lightroom. C'est pas juste un clone de Lightroom. Pour tout ce qui est optique, débruitage, netteté, c'est vraiment excellent. Donc sur cette photo, on a débouché la lumière, on a corrigé une bonne partie du bruit. On va maintenant s'attaquer à tout ce qui va être les détails sur la peau. Donc pour le portrait, ça peut, j'imagine, vous intéresser. Donc en fait, vous avez un correcteur ici, un correcteur qui est libre, et vous voyez que la bonne nouvelle, par rapport à Lightroom, il est très rapide. Vous voyez que le calcul se fait en arrière-plan, mais j'attends pas deux plombes à chaque fois que je mets un petit coup de correcteur. C'est un outil qui a assez mal vieilli dans Lightroom, donc ça m'a valu quelques critiques quand j'ai dit que Lightroom devrait quand même faire venir un outil de Photoshop qui est le contenu pris en compte. Voilà, j'ai même sur le forum de Oui Photo quelqu'un qui a posté en disant mais Julien Ponce, il connaît rien, Camera Raw c'est le moteur de Lightroom, ou Lightroom c'est le moteur de Camera Raw. Ça voudrait dire qu'il faudrait remettre Photoshop et Camera Raw au même niveau, ce qui est complètement con puisqu'ils sont faits pour bosser ensemble. Alors oui, merci, je sais tout ça, mais je trouve que c'est quand même pas trop demandé d'avoir dans Lightroom un contenu pris en compte, c'est-à-dire un correcteur qui est vraiment plus intelligent que le correcteur qu'ils ont mis qui date de Lightroom 3, je crois, ou un truc comme ça, et qui a jamais été véritablement revu. Alors qu'on a aujourd'hui des technologies de tampons qui sont quand même bien plus intelligentes que ça. Et donc celui de DxO est à mon sens bien meilleur que celui de Lightroom. Donc pour tout ce qui est nettoyage de texture, ça peut être, c'est plutôt pas mal je trouve, quoi. Ça réagit assez rapidement et c'est cool. Voilà. Donc c'est dit. Quand je disais dans ma vidéo non, le module développement de Lightroom n'est plus au niveau, je le pense carrément et je pense que on peut pas demander non plus, on peut pas tout le temps se réfugier derrière, oui, mais Lightroom est fait pour travailler avec Photoshop et donc les photographes doivent jongler entre les deux. Il y a des choses que Lightroom ne doit pas faire parce que c'est le boulot de Photoshop. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais un bon correcteur dans un dérotiseur, c'est pas demander Byzance, quoi. C'est juste normal. On va pas s'amuser à passer à Photoshop pour faire des choses qui, selon moi, sont aussi simples que ça. Voilà, donc je papote et vous remarquez que on peut nettoyer une texture très très rapidement. Vous voyez, ça reste quand même assez naturel. J'ai pas complètement lissé la peau, donc c'est quand même plutôt agréable à utiliser, quoi. Donc là maintenant, si vous faites le avant-après, on commence vraiment à avoir fait du chemin. C'était vraiment une photo qui méritait d'avoir autant de débouchage que de correction aussi sur la texture. Bon, on pourrait évidemment peaufiner sur la peau, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, ça réagit bien sous le clic, c'est cool, ça marche, c'est assez rapide, quoi. Alors ensuite, on va voir au niveau du TSL, il y a plein de choses que l'on peut faire qui sont assez intéressantes. Par exemple, ici, quand j'active TSL et que je me mets sur le canal des rouges, euh, j'avais dit qu'on pouvait effectivement faire varier toute l'aérochromatique, ce qui était quand même assez pratique. Et on peut évidemment, du coup, transformer assez radicalement une photo, donc c'est quand même assez plaisant. Donc là, par exemple, si on veut désaturer un petit peu cette image au niveau de la peau, on va pouvoir se mettre sur les rouges et puis désat un tout petit peu pour être dans le ton de la photo, pour pas que la peau, ça fasse trop peau un petit peu bronzée, ce que j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai désaturé pardon, un tout petit peu les rouges. Et puis, je suis en train de regarder. On commence déjà à avoir une teinte assez neutre. Alors moi, ce qui me gêne maintenant sur cette photo, c'est le bout de la rambarde ici qui traîne. Donc je vais vous montrer du coup au passage euh, l'outil de, l'outil de recadrage. Alors on peut faire, si ça vous branche, un outil pour recadrer la photo. Donc on va mettre, hop, ici on va se mettre le long. Voilà, tac. On peut prévisualiser sa transformation. Et vous voyez que ça va du coup vraiment jouer sur l'oblique par rapport à la composition de l'image pour le portrait. Euh, Moi je pense que ça va être pas mal. Vous voyez qu'il a l'intelligence de me caler sur les bords, donc ça peut être cool. Ou sinon on peut le faire directement au recadrage. Donc on passe en outil recadrage et vous voyez que quand on passe à l'outil recadrage, il a là aussi l'intelligence de garder ce qu'on avait fait dans le redressement.
Et là, on tombe sur, voilà, à peu près sur la grille, le visage cadré au centre. Donc, c'est une composition qui n'est pas terriblement originale, mais bon, ça fonctionne. Donc, à l'instant, hop, je vais cliquer sur fermer. Voilà, on va valider le résultat et on a du coup un corps qui est bien à l'horizontale avec la tête penchée et puis ça suit le bâtiment derrière. Donc, bon, voilà, vous pouvez ne pas aimer, je comprendrai tout à fait. C'est pas le cadrage du siècle, mais bon, ça roule quoi. Ensuite, au niveau des réglages locaux, ce qu'on peut s'amuser à faire, donc je vais vous montrer, donc quand on clique sur réglages locaux, on va charger en fait, hop, ici je suis passé, il m'a affiché à un moment une image zoomée, mais voilà, avec ce truc-là, on va pouvoir afficher un masque en affichage tête haute. Alors je crois que je l'ai montré dans ma vidéo de découverte, ce truc-là. Et donc le but du jeu en fait, ça va être d'accéder à différents réglages avec l'affichage tête haute. Et en fait, ici, vous avez, alors j'en ai créé un autre sans faire exprès, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez qu'on va pouvoir en changer la taille ici. Et ce que fait ce truc-là, alors je crois que le raccourci, si mes souvenirs sont bons, ça doit être CTRL M, je me souviens plus du raccourci pour avoir l'affichage du masque. Alors, on peut dire de faire un masque automatique avec le clic droit, un filtre gradué, un pinceau, etc. Donc, ou alors on peut réinitialiser ce qu'on a fait dessus, faire un nouveau masque, ou passer en mode gomme. Et avec le point d'interrogation, on affiche LED. Alors, vous allez être habitué probablement, j'imagine, à avoir le pinceau, le filtre gradué, qui soit radial ou qui soit sur une droite. Évidemment, quand vous appuyez sur supprimer, vous supprimez on appelle ça une épingle dans Lightroom, mais là, je crois que c'est un in-point, je ne sais plus comment ça s'appelle, un point de contrôle dans la version française. Donc c'est plutôt déroutant au début, mais c'est quand même bien fait. Donc là, vous pouvez l'activer ou le désactiver, et quand vous faites clic droit, vous passez sur un autre type de main. Donc par défaut, c'est un point de contrôle, mais vraiment, si ça vous tracasse, vous pouvez passer en pinceau, par exemple. Et donc là, je retrouve mon pinceau, dont je vais pouvoir changer la taille là-haut, avec un aperçu, contour progressif, et bref. Et là, vous voyez à quel point on peint comme dans du beurre. Et ça, monsieur Lightroom, vous êtes tellement à la pêche sur les masques, mais tellement à la pêche. Donc il a fallu attendre Lightroom classique pour avoir un masque par luminance, bon déjà, mais les masques sont toujours aussi lents. Enfin, les performances ont été améliorées depuis Lightroom classique. J'ai envie de dire soi-disant, moi je trouve ça toujours aussi lent, et ça tire pas du tout parti du matos d'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, si vous voulez passer en mode normal, vous pouvez très bien le faire. Une fois que donc on a notre masque, bah, vous allez être en terrain connu. On va pouvoir par exemple, tac, ici en détail, prendre la netteté et venir envoyer de la netteté sur le masque, voilà, au niveau des cheveux, par exemple. On va pouvoir augmenter le contraste, voilà, sur les cheveux. Vous voyez que ça va marcher tout de suite pas mal. On va pouvoir rajouter un peu de détail. Ensuite, euh, alors si je fais un clic droit ici, je vais pouvoir faire donc un nouveau point de contrôle. Par exemple, hop, point de contrôle sur la peau. Euh, et donc si j'affiche sur M, le point de contrôle, donc c'est un masque en luminance. Et ici, par exemple, si on se met sur la joue, tac, euh, on a l'affichage avec M et on va pouvoir du coup faire un réglage, mais qui se base vraiment sur cette espèce de masque en luminance. Et ici, sur la peau, ce que je peux faire, c'est aller chercher justement le détail et venir chercher la netteté et au contraire, diminuer un tout petit peu la netteté sur la peau. Donc pour quitter le masque, c'est-à-dire le mode réglage locaux, ça va être échappe, et vous retrouvez votre photo voilà, dans son affichage normal. On peut revenir, réglages locaux, et donc par exemple, s'il y a par exemple le ciel, c'est là où ça vaut le coup de faire un petit quelque chose. Euh, on va pouvoir, si je fais un clic droit là et que je vais mettre un point de contrôle, donc je vais me mettre tac, je vais cliquer là, on va l'agrandir un peu, appuyer sur M, et vous voyez que ça peut être pas mal ici de venir faire un petit truc sur le ciel. Donc on va pouvoir hop, l'éclaircir pour qu'il y ait vraiment une direction de lumière qui suive, voilà, la direction de lumière assez naturelle. Donc si jamais vous aviez encore un petit vignettage qui traîne ou s'il y avait une direction de lumière, là je vais juste accentuer un petit peu pour que ce soit vraiment bien blanc en haut à gauche. Et je vais en faire un autre. Si j'en fais un en bas ici, donc évidemment il me le récupère avec le même réglage, donc moi ça m'intéresse pas des masses. Et vous voyez qu'en fait, ce que j'aurais aimé, c'est faire l'inverse ici, c'est descendre. Le truc, c'est que puisque j'ai mis 2 points, en fait, il suit le réglage du haut. Donc faites attention qu'il faut d'abord quitter. Donc je vais revenir en arrière. Vous voyez que je vais faire CTRL Z. Voilà, je vais revenir en arrière. Et il va falloir créer un nouveau masque, en fait, pour faire ce que je veux. Donc moi, je vais faire clic droit ici et faire un in point. Voilà. Et je
descendre un tout petit peu et j'ai envie peut-être probablement de saturer. On va prendre une petite teinte un peu rouge. On va saturer un peu. Et voilà. Donc ça c'est cool. Vous pouvez protéger une zone quand vous faites. Alors on va faire M, regardez, on peut faire un alt-click, c'est-à-dire si ça va trop sur le visage, on peut faire une zone qui va empêcher au masque de faire son travail. Là j'en ai rajouté un autre, donc my bad, CTRL Z pour annuler. Donc on peut mettre des alt-clics pour protéger les zones. Donc ça vous permet vraiment de faire une sorte de sculptage sur vos masques. Donc c'est vraiment une façon différente de travailler, mais c'est plutôt bien foutu. Ou alors on se fait les masques à l'ancienne, quoi. Et ça reste efficace. Donc par exemple, on peut aller, voilà, j'avais fait un coup de pinceau, on peut aller en mettre un. Donc j'ai quitté, j'aurais pas dû quitter, mais on peut dire clic droit, un coup de pinceau, hop, les yeux, la bouche, et aller chercher du détail ici. Voilà, pour faire sortir les yeux. Donc netteté, on va venir prendre ici le contraste. Voilà, pour faire sortir les yeux et la bouche. Voilà, vous remarquez que quand je reste appuyé, il dit cliquer, éloigner la souris pour une valeur plus précise, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir, quand je monte, il faut vraiment monter beaucoup avec la souris pour aller au-delà. Quand je suis prêt, par contre, ça monte d'un coup, quoi, voilà. Donc si vous voulez vraiment faire des tout petits réglages, vous allez vers la droite et quand vous montez, ça monte moins vite. Donc ça aussi, c'est le genre de petites additions qui vous permet de faire des réglages assez fins. Alors sur du contraste qui va de 0 à 100, bon, c'est peut-être pas très intéressant, mais sur des trucs qui nécessitent d'être assez fins, comme sur la couleur par exemple, c'est quand même plutôt bien vu. Donc moi j'aime bien ce système, c'est plutôt pas mal. Autre type de masque, le filtre gradué, donc pareil, c'est pas un truc qui va voilà, vous faire rouler par terre, mais bon, un réglage d'un point A à un point B, ça marche aussi. Donc en l'occurrence, ici, ce qu'on peut faire, on peut peut-être descendre un petit peu l'exposition pour que la lumière arrive d'en haut à gauche et se descende un petit peu vers le bas et la droite, donc ça sculpte un tout petit peu. Voilà, donc tous les trucs que vous pourriez faire dans Lightroom, évidemment, tous ces trucs-là arrivent très facilement et tombent sous le clic. C'est juste le in-point qui est un peu moins intuitif, avec l'histoire de protéger quand on fait le clic, donc il faut s'y retrouver un peu au début, mais par contre, une fois qu'on le maîtrise, c'est vraiment plus puissant que Lightroom, je trouve. Et surtout, c'est beaucoup plus fluide et plus rapide. Vous avez vu que ça réagit au quart de clic, c'est vraiment excellent. J'ai presque, alors c'est pas encore aussi bien que Darktable, puisque par exemple, il n'y a toujours pas de courbe de Bézier. C'est-à-dire que moi, j'aime bien pouvoir faire des masques où je fais le détourage moi-même. Ça n'est toujours pas dans DxO ni dans Lightroom, mais c'est dans Darktable. Et Darktable permet d'instancier les masques, c'est-à-dire une fois qu'on a dessiné un masque, on peut l'envoyer dans n'importe quel module. Et ça, c'est vraiment surpuissant dans Darktable et personne d'autre le fait, c'est vraiment dommage. Par contre, ça reste quand même assez lourd, c'est-à-dire que même dans Darktable, les masques, quand on les manipule, par exemple, on donne un coup de pinceau, c'est pas aussi fluide que dans DxO, quoi. Mais par contre, le jour où Darktable corrigera ces petits trucs-là, en termes de performance sur les masques, ça restera vraiment inégalé, quoi. Ça l'est déjà en termes de fonctionnalité, mais pas en termes de performance. DxO est meilleur en termes de performance, mais n'a pas les fonctionnalités. Et Lightroom n'a ni l'un ni l'autre. Les masques rament et en plus ne sont pas aussi précis et faciles à utiliser que ceux de DxO ou de Darktable. Donc c'est pour tout ce qui est retouche locale, je trouve que Lightroom, il faut vraiment qu'on s'énerve chez Adobe parce que c'est vraiment pas au niveau, je trouve. Bon bref, voilà pour un petit tour sur les masques. On va quitter, donc on appuie sur Entrée. Et voilà, donc bon là vous avez compris que c'était de la grosse improvisation, c'est probablement pas la photo du siècle, mais c'était juste pour avoir un petit truc sympa à faire. Voilà, une correction, j'ai envie de dire de base, hein, image plutôt mal cadrée, plutôt mal exposée, et donc bon, ben, on arrive à en faire quelque chose. Pour du Instagram ou ce genre de truc, ça pourrait bien marcher. C'est pas quelque chose que vous allez sortir en tirage dans une galerie, clairement, mais bon, c'était voilà, un bon support, je trouvais, pour vous montrer les bases de DxO. On est déjà à 30 minutes, comme quoi le temps passe vite quand on fait des tutos orientés pratiques. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne retouche, bonne utilisation de DxO, amusez-vous bien, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.